Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 25e séance en JavaScript où nous allons parler de programmation asynchrone et voir un peu ce que ça met en place et ce qui est en contraste un petit peu avec ce que nous faisions en JavaScript jusqu'à présent. Alors dans les codes que nous avons écrits précédemment, quasiment en tout cas dans pas mal de choses, les événements c'est un peu à part mais c'est ce qu'on a vu quand même sur la fin de ce cours, nous avons vu que les traitements étaient exécutés de manière séquentielle. C'est-à-dire que si je m'amuse à noter quelques commandes ici, je vais afficher genre plusieurs messages. Non, il complète tout ça lui. Voilà. Que j'affiche en console. Donc on voit que les messages sont affichés dans l'ordre, mais c'est traité finalement dans l'ordre dans lequel nous l'avons écrit. On a un traitement dit synchrone ou un traitement séquentiel qui va traiter une à une chaque instruction au niveau de notre programme. La programmation asynchrone va consister justement au fait d'avoir des traitements parallèles, parce qu'il y a certains traitements qui n'ont pas forcément besoin d'être dans l'ordre. Ici, par exemple, si nous voulions respecter l'ordre des messages, bien évidemment, on aurait un traitement séquentiel et qui se ferait donc dans cet ordre présent. Par contre, on pourrait avoir des traitements différents, et on l'a vu un petit peu avec les événements, c'est-à-dire qu'on avait notre application qui tournait de manière globale, et en fonction de certaines actions utilisateurs, un clic sur un bouton ou dans un champ, ou le fait de déplacer son curseur sur un endroit de la page, pouvait déclencher, enfin provoquer en tout cas un événement et déclencher éventuellement un traitement en parallèle. Et on a vu un petit peu justement dans les vidéos précédentes comment traiter un petit peu tout ça avec les événements et tout ce qui pouvait se passer sur une page. Sinon nous aurions des événements bloquants, c'est-à-dire que par exemple si on avait une animation sur notre page, admettons une animation graphique, et bien cette animation serait stoppée au moment où une action utilisateur serait déclenchée, parce qu'on aurait un traitement bloquant et c'est absolument pas ce que l'on veut. Et imaginez ça encore sur un jeu vidéo par exemple, ou un traitement de rendu en 3D, et bien si le rendu était stoppé au moment où pareil on fait une action sur l'application, comprenez bien que ce serait quand même très problématique par rapport en tout cas à ce qu'on veut développer sur nos différentes applications. Ici nous allons voir quelques outils, on va commencer par les fonctions de rappel puisque c'est ce qu'on a utilisé historiquement en JavaScript. On l'a vu évidemment un petit peu avec les événements, on a déjà abordé en fait ce genre de choses, mais on va aller un petit peu plus loin cette fois-ci, et ensuite on passera très vite à la seconde partie qui est plus intéressante sur les outils, pour le coup plus modernes. Une fonction de rappel, c'est assez simple, c'est une fonction qui va en fait avoir dans ses paramètres une autre fonction. D'accord, on va pouvoir lui passer autre chose, donc après avoir un petit peu ce qu'on veut faire ici. Donc par exemple ici je peux créer fonction getUsers. Donc je vais faire un exemple très simple, le but c'est que ce soit clair pour vous. On va retourner ça sous forme de tableau. Voilà, je peux en faire pourquoi pas une autre. Pareil sous forme de tableau. Et on aurait une fonction print something qui prend en paramètre une fonction de rappel, qu'on appelle par convention callback, mais vous pouvez appeler ça bien sûr comme vous voulez, hein, c'est un nom de variable. Et ensuite les informations. Donc là par exemple je vais les récupérer à partir de l'appel à la fonction de rappel. Et ensuite on n'aura plus qu'à afficher tout ça. Voilà, ça c'est les définitions classiques, pas de surprise. Comment se passe l'utilisation des fonctions de rappel? Donc c'est elle qui a une fonction de rappel, print something. Je fais l'appel à celle-ci, et je lui passe en argument la fonction en question, par exemple getUser. Vous voyez, elle a besoin pour afficher quelque chose, ceci, puisque c'est ce qu'elle va afficher comme information. Donc il faut forcément qu'on lui passe ici en argument une autre fonction. On va le faire là, on va mettre la console. J'actualise, et vous voyez qu'on récupère bien les données. Très pratique, ça fonctionne très simplement. Si je passe bien sûr ici getNumbers, on voit que on a bien récupéré les nombres, et on pourrait même écrire notre propre fonction. On n'a pas grand chose ici. Là, on retournerait par exemple juste des caractères comme ceci. Voilà, fonction fléchée directement écrite dans l'appel, et vous voyez que ça fonctionne aussi. Tout à fait classique, c'est ce qu'on a vu notamment lors des événements, pour ajouter notamment des écouteurs aux différentes actions utilisateurs. Et on a vu un peu comment tout ça fonctionnait. On va avoir justement une fonction qui
permet bien de réaliser un traitement asynchrone, puisque c'est une fonction qui va utiliser un timer et qui va indiquer bien qu'on va essayer de réaliser un traitement à partir du moment indiqué. Alors si on n'indique pas de temps précis, ça va être exécuté le plus tôt possible, parce que n'oubliez pas que votre application se gère donc dans des événements, donc c'est pas forcément tout instantané, il peut y avoir des retards au niveau de la génération des pages, etc. Et après on peut indiquer un certain nombre de millisecondes, et le traitement devra être au plus tôt en tout cas réalisé après le temps que vous avez spécifié. Cette fonction en question c'est setTimeout, donc qui prend en premier la fonction de rappel, ensuite un temps, donc ça bon on va la passer directement ici, on va rien faire d'autre. Je vais mettre simple petit message. Voilà. En second paramètre, elle prend le nombre de millisecondes, donc n'oubliez pas, une seconde c'est 1000 millisecondes, donc nous on va attendre 2 secondes. Et éventuellement, si vous aviez, alors on le verra juste après, des choses à afficher ici, donc des paramètres à votre fonction, il faudra les passer ici lors de l'appel. Donc on va le faire de toute façon juste après, on va déjà voir ce que ça donne ici. On va actualiser, il se passe à peu près 2 secondes, peut-être moins, peut-être un peu plus, et on a le message qui s'affiche. Maintenant si je veux dire hello à quelqu'un, someone, donc on a cette information qui est passée ici, et vous la passez là. Tous les paramètres, que vous en ayez un ou plusieurs, vous les passez ici. C'est super, Chuck Norris qui fait son retour. On actualise, 2 secondes normalement se passent, et on a bien le message qui s'affiche. Voilà l'usage de traitement asynchrone qu'on peut en tout cas simuler avec l'usage de setTimeout, parce que c'était tout l'intérêt, où on peut avoir tout ce qui se passe sur notre page, vous pourriez avoir encore une fois un rendu n'importe quoi, mais dans tous les cas, on a un timer qui va se lancer et qui va ensuite produire un traitement en parallèle. Chose très importante, si je m'amuse à faire ça, vous pourriez penser qu'il va faire ce traitement-là et ce traitement-là. C'est ce que nous aurions dans un cas de traitement séquentiel. Là, vous voyez qu'on a un traitement asynchrone, c'est-à-dire qu'on va exécuter d'abord le traitement de, on va dire, tout ce qui est gestionnaire d'événements global. Donc en fait, c'est la page de manière générale. Et ensuite, va avoir un gestionnaire d'événements pour tout ce qui est asynchrone qui lui va arriver après, comme dans une file d'attente en fait. Donc tout ce que vous allez mettre ici, que vous mettez un message au début, à la fin, peu importe, il va afficher déjà tout ça en premier lieu. Voilà, début du script. Hop, vous voyez que début du script, ça a été traité de manière séquentielle, donc ils sont affichés dans l'ordre dans le fichier. Et ici, ça a été mis en file d'attente parce que c'est un traitement asynchrone, et ça a été donc affiché au moment voulu. Voilà, il n'y a pas eu d'attente, si vous voulez, de ce message-là avant d'afficher celui-ci. Si vous voulez le faire, on verra un petit peu ce qu'on va voir ensemble en deuxième partie. Il faudra juste mettre par exemple cet affichage dans une liste d'attente, à la suite finalement du traitement ici. Ce qui permettra de vous assurer que ce message s'affichera après celui-ci. Donc on pourrait effectivement faire ça dans notre application. Voilà ce qu'il faut savoir un petit peu au niveau de la programmation asynchrone, de ce qu'on faisait en tout cas à l'époque avec les fonctions de rappel. Le problème de ça, ce qui a posé pas mal de problèmes, c'est que souvent on peut avoir une fonction de rappel qui va donc utiliser une autre fonction, et cette autre fonction va aussi utiliser une autre fonction qui peut elle-même utiliser une autre fonction, et on va avoir comme ça du chaînage de fonctions de rappel. Et vous avez vu qu'en JavaScript, alors après on aime ou on n'aime pas, personnellement j'aime pas, on a souvent une syntaxe un peu particulière où on mélange des parenthèses, on peut avoir des doubles parenthèses ici, des fonctions fléchées donc avec des flèches, plein d'accolades partout, des virgules en plein milieu, et on pourrait chaîner encore avec autre chose, et ça peut très vite devenir illisible. Voilà. Personnellement, moi je trouve que ça perd en lisibilité en termes de code. Pour faire du débogage ensuite, ça complique un peu les choses, et si on doit chaîner un peu tout ça, ça peut devenir très compliqué. On parle même d'en faire des fonctions de rappel. Il y a un nom qui a été créé pour parler de ça, le callback hell, qui indique justement que on peut comme ça imbriquer, si vous voulez, des fonctions de rappel et avoir en fait une sorte de pyramide, c'est-à-dire que vous auriez un rappel dans un rappel dans un rappel dans un rappel, et forcément on perd en lisibilité. Il y a de plus grosses chances de faire des erreurs, d'oublier une virgule, de se tromper quelque part, et en plus de ça, si on doit traiter les cas d'erreur, vous imaginez bien le côté compliqué que ça peut avoir, donc c'est pas forcément des plus utiles. Alors, loin de moi l'idée d'être maso et de vous afficher, de vous faire un exemple complet d'imbrication, etc., qui aurait de toute façon pas beaucoup de sens avec les exemples qu'on a ici, et qui perdrait en lisibilité. On va justement passer à la deuxième partie de cette vidéo pour voir ce qui est intéressant, ce qui est arrivé donc plus récemment en JavaScript, et qui va offrir quand même pas mal de garanties. Et là, on va parler de promesses. Le concept derrière tout ça est très simple. Une promesse, c'est par analogie,
proche de la réalité. C'est-à-dire, on a la promesse de faire un traitement et finalement donc une valeur qu'on pourra éventuellement envoyer. Mais cette valeur peut être disponible là maintenant, tout de suite, ou plus tard, ou jamais. Donc on va avoir en fait plusieurs états à cette promesse, sans avoir forcément la garantie qu'elle sera honorée. On pourrait avoir une promesse qui est annulée, qui est rejetée, donc qui n'est pas tenue, ou alors une promesse qui est tenue, qui est honorée, et dans ce cas-là, c'est le succès, ça a été validé. Voilà un petit peu ce qu'on aura. Alors, quand on parle de promesse, alors déjà, bon, c'est un objet bien précis, c'est promise, et on va parler de plusieurs états. Donc je vous les ai plus ou moins décrits, mais je vais vous donner les noms au niveau du code tels qu'on les a. Quand on est en état d'attente de la promesse, on parle de pending. Quand on est dans une promesse qui a été honorée, validée, tenue, il y a plusieurs, vous pouvez dire ce que vous voulez, voilà. On a donc fulfilled, et quand la promesse a été rejetée, après annuler, ça fait bizarre parce que c'est pas forcément une annulation, c'est plus de dire simplement non, on n'a pas pu l'honorer, donc elle est rejetée. Donc c'est pas forcément annulé, j'aime pas forcément ce terme, mais bon, vous pouvez l'utiliser si pour vous c'est plus clair comme ça. Voilà dans quels états on pourra avoir une promesse. On peut pas avoir autre chose comme état, donc ce sera forcément l'un ou l'autre. Donc on lance quelque chose, on promet quelque chose, voilà, et ensuite ce qu'on appelle les consommateurs vont pouvoir en fait attendre. Donc ils seront dans l'attente éventuellement que cette promesse soit réalisée, et dans tous les cas ils seront notifiés qu'elle a été tenue. Donc à ce moment-là, ils auront récupéré l'information qu'ils voulaient, ou alors un message qui indique que ça a été rejeté, mais ils auront la raison du rejet, ils auront un message d'erreur, ils auront quelque chose. Si je peux donner un exemple très simple, prenez les vidéos sur YouTube, voilà, un créateur de contenu sur YouTube, c'est lui en fait qui quelque part fait la promesse de diffuser du contenu, et vous en tant qu'abonné, vous êtes dans l'attente de la prochaine vidéo. Dans tous les cas, soit il y a une vidéo qui va arriver et vous serez notifié de la venue, surtout si vous avez bien activé les notifications. Sinon, vous aurez peut-être un message, je l'espère en tout cas, pour vous dire que cette semaine, la vidéo a été annulée, pas eu le temps de la faire ou que sais-je. Bref, vous serez notifié dans un cas comme dans l'autre. Il n'y aura pas un cas entre les deux où vous n'avez aucune information, vous ne savez pas où ça en est, et vous êtes ni dans l'attente, ni dans le succès, ni dans le rejet de la promesse. Vous aurez forcément un des trois états là qui sera affecté en tout cas à la promesse qu'on a. Alors ça fait beaucoup d'explications, mais on va bien sûr voir après avec un peu de code, déjà du code assez classique, et ensuite on mettra ça en pratique dans un cas un peu plus concret, même si ce sera très simple. Comme ça vous verrez un petit peu l'usage, que c'est sûr qu'on peut pas, je peux vous montrer un exemple très très intéressant, on n'a pas une application là qui est développée pour voir comment ça s'utiliserait, mais on essaiera de faire en sorte de vous écrire un exemple qui peut être assez proche en tout cas de quelque chose qu'on aurait de manière concrète, et ça vous indiquera un petit peu l'usage qu'on peut en faire. Voyons tout ça. Alors, on va déjà écrire un exemple. J'aurais pu laisser en commentaire ici. Hop. On va créer une promesse. Ça, c'est pas ce que vous ferez le plus souvent, mais je vous le montre parce que c'est bien de savoir que ça fonctionne comme ça aussi. Donc on va regarder ça. Voilà. Préparer une promesse qui va prendre ici les deux informations importantes, resolve et reject. La promesse est tenue, la promesse est rejetée. Classique. On va faire une fonction fléchée pour tout ça. Hop. Et ici, il peut se passer plusieurs choses. Une promesse, comme je vous ai dit, il faut forcément à un moment donné qu'elle soit réussie ou échouée, qu'elle soit tenue ou rejetée. On ne peut pas la laisser en fait dans un état autre, il faut forcément qu'elle soit dans un de ces états-là. Par défaut, elle est en attente, on est en attente de quelque chose, mais à un moment donné, il faut bien qu'elle soit validée ou alors qu'on rejette celle-ci. Donc là, on peut déjà simuler l'un ou l'autre, très facilement. On peut par exemple ici par défaut de dire celle-ci, elle est résolue et on renvoie une valeur particulière. Donc par exemple, c'est super, voilà, information très capitale j'imagine, à renvoyer au consommateur, au code consommateur, qui pourra éventuellement récupérer cette information. Le code consommateur, il va être là. Voilà. Donc, le consommateur, c'est lui qui s'abonne à la chaîne, aux notifications, et il attend. Voilà. Il attend en fait de récupérer l'information, la valeur promise finalement ici. Donc on récupère tout ça, some promise, et on peut traiter le cas dans le cas où il se produit quelque chose. Donc alors, lorsqu'il se produit quelque chose, on a plusieurs cas. Si on a quelque chose qui a été validé, on va retourner une valeur. D'accord ? Donc nous, on va faire quelque chose de très très compliqué avec ça. C'est qu'on va l'afficher. Voilà. Tenue. Je vais mettre qu'elle est tenue. Voilà, avec le message. Vous aurez compris le principe. En affichant la valeur qui a été retournée. Hop. Et ensuite, s'il n'y a pas ça, on va traiter le cas d'erreur éventuel avec catch. Donc là, vous voyez, on chaîne, en fait, on a la promesse, .then, .catch, etc.
Et là, dans ce cas-là, on va mettre error. Message très classique également, en affichant ici, ou la raison, par exemple, du rejet, pour utiliser ce terme-là aussi, ça peut être encore plus clair. Voilà. Et si vous vouliez, pour avoir un traitement qui se ferait aussi bien en cas de promesse tenue ou de promesse rejetée, mettre ça dans un bloc finally. Voilà, c'est possible d'avoir ça, et là vous aurez un traitement à faire dans les deux cas. Je vous l'écris pas parce que vous avez compris, et ça doit vous rappeler un petit peu les exceptions, notamment, y compris dans d'autres langages de programmation. On a également ce bloc de code finally qui dit que en fait, qu'il y ait une exception ou pas, donc une erreur ou pas, on fera un certain traitement, par exemple pour libérer des ressources ou pour terminer une metFine requête ou que sais-je, où on a besoin de le faire dans tous les cas, qu'il y ait eu promesse tenue ou pas. Donc vous pouvez comme ça compléter en fonction de ce que vous voulez faire. Nous on va rester sur un exemple très simple, le but c'est que ce ne soit pas compliqué pour vous, pour comprendre le concept des promesses ici en JavaScript. On va activer, enfin on va plutôt actualiser tout ça, et vous avez compris, logiquement on est censé avoir le message de succès. Donc c'est bien le cas, tenu, on a le super message, c'est génial. On va maintenant créer l'inverse, et cette fois-ci, rejeter en fait la promesse avec un appel à reject, et ici un petit message bien tristouné, voilà, on actualise, et vous voyez qu'on est bien arrivé dans le bon bloc, on n'a pas donc exécuté le même bloc de code, donc ça fonctionne, on a comme ça traité les deux cas possibles. Resolve, reject, c'est toutes les possibilités que vous avez ici. On pourrait procéder également autrement. Dans cet exemple-là, on pourrait faire un appel à, en tout cas, valider plusieurs promesses, c'est-à-dire de faire en sorte que nous avons une promesse globale qui sera tenue si toutes les promesses qu'on lui passe en argument sont tenues. Sinon, dès lors qu'il y a une promesse qui est rejetée, on pourra récupérer bien sûr la raison du rejet, comme on l'a fait un petit peu ici. Vous avez compris le principe. Comment que ça se passerait? Eh bien, il suffirait... le problème de connexion internet, bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Peu importe. J'ai pas besoin d'internet parce que j'enregistre. Donc, comme je disais, on va écrire plusieurs promesses. Alors, je vais pas moi le faire pour chacune. Donc, on aurait P1. Voilà, vous faites une promesse de quelque chose. À la rigueur, si on peut faire ça, un appel à resolve pour dire comme ceci. Vous pouvez faire ça. Alors d'ailleurs, c'est hop, il n'y a pas de new. On va faire pareil en P2. Je vous ferai pas un exemple complet, mais c'est pour vous montrer juste en termes de code quoi ça consisterait. Et ensuite ici, vous faites simplement promise.all et vous lui passez donc des éléments itérables. Donc un itérable, c'est-à-dire un ensemble ici de valeurs possibles de promesses. Et là, si toutes les promesses sont tenues, ça validera la promesse ici principale, donc celle-ci. Voilà. Donc là, c'est vraiment je peux l'appeler la promesse globale. Et à partir de là, traiter celle-ci pour voir si tout a bien été validé dans un den. Vous pourrez faire un certain traitement. Sinon, s'il y a une erreur, donc une de ces promesses qui n'a pas été tenue, eh bien affichez le message d'erreur qui a été qui a fait suite. Et vous pourrez donc vérifier tout ça. Vous avez compris le principe, c'est très simple. Pareil, si vous voulez faire des petits tests, comme ça vous avez l'inverse. Vous pouvez utiliser reject. Voilà. Comme ça, vous pourrez tester de votre côté, voir un petit peu ce que ça donne dans ce genre de cas. Donc on peut utiliser directement ça fonctionne aussi. On peut avoir un cas aussi où il suffit juste d'avoir une promesse réalisée dans le lot. Donc on n'est pas obligé de faire un all, mais de faire un any. Voilà. Si vous voulez vous garantir d'avoir au moins une promesse qui est tenue, on peut utiliser ce terme-là. C'est possible. Sinon, on peut faire en sorte d'avoir au moins une promesse qui est tenue ou rejetée dès lors que ça se passe avec race. Donc je passe un peu vite puisque là en fait c'est exactement comme ce que je vous ai montré au niveau du code à écrire. C'est juste que ça change le comportement de qu'est-ce qui va être tenu ou non. C'est pour ça que je vous l'explique ici à l'oral. Et voilà. Et après bon ça on l'a vu, resolve, reject. On a vu un petit peu comment ça s'utilisait. Donc vous voyez un peu le principe de tout ça. Donc c'est simple. Il n'y a vraiment pas de piège. Mais bien sûr il faudra mettre en pratique. Et comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, il n'y a que quand vous travaillerez sur des vrais projets, des vraies applications, que vous mettrez ça en pratique, vous allez être confronté aux premières difficultés, et après vous allez assimiler véritablement ces notions par la pratique, ça validera vos acquis théoriques, et ça vous permettra comme ça de savoir l'utiliser, et de savoir à quoi ça sert, et de voir surtout l'utilité un petit peu de tous ces concepts qu'on voit généralement dans des cours, que ce soit celui-ci ou d'autres cours de la chaîne. Donc il faut vraiment, à un moment donné, mettre tout ça en pratique. Ok, alors, comme vous avez pu en tout cas le constater un petit peu, parce qu'on le verra aussi déjà, c'est que les fonctions de rappel, d'accord, parce qu'on pourrait utiliser des fonctions de rappel dans les promesses, je ne l'ai pas fait moi dans den, etc., mais je pourrais faire appeler une fonction de rappel dedans,
Rien n'empêche, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on utilise des promesses. Et bien l'avantage, c'est que les fonctions de rappel, elles ne seront jamais appelées avant la fin, si vous voulez, du parcours de la boucle d'événements principal. La boucle d'événements principal, c'est, vous voyez, le code ici, un petit peu de la page. C'est tant qu'en fait, on n'a pas parcouru l'ensemble des événements ici, eh bien, vous avez la garantie que les fonctions de rappel ne seront jamais appelées avant. Là où on n'aurait pas cette garantie avec des simples fonctions de rappel, comme on l'a vu en première partie. D'accord ? Pareil, si vous ajoutez des fonctions de rappel dans den, donc comme on l'a fait tout à l'heure quand je vous ai écrit tout le code avec den, etc., eh bien, si vous ajoutez plusieurs fonctions de rappel, en fait, qui sont mises comme ça à la suite, eh bien, elles seront traitées dans l'ordre. Donc si vous voulez avoir un ordre où vous dites le premier traitement il est nécessaire, donc c'est une dépendance pour le second qui a besoin que le second se termine pour faire le troisième, et donc vous avez besoin de gérer un ordre précis dans l'ensemble de vos traitements asynchrones, c'est-à-dire que le traitement asynchrone 1 doit être obligatoirement fini avant que le 2 se lance et ensuite fini avant que le 3 se lance. Vous pouvez chaîner avec den, en fait, vos fonctions de rappel, et l'ordre dans lequel vous avez écrit, donc là ça rappelle un peu le traitement séquentiel, sera respecté pour vos appels asynchrones. Donc ça c'est important, bien comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà. On va terminer cette vidéo avec quelques exemples qui vont permettre d'illustrer un petit peu tout ça pour qu'on voie un peu ce que ça donne. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, premier exemple, et d'ailleurs on aura deux petits mots-clés à voir, mais on le fera sur un autre exemple directement, parce que c'est bien que je vous montre avec un exemple plutôt que vous l'expliquer juste à l'oral. Là pour le coup, il faudra voir quand même avec un exemple de code ce que ça donne. Mais là on va juste mettre en application ce qu'on a vu. On va créer, et c'est là qu'on va voir tout l'intérêt des promesses, de faire une fonction asynchrone, et une fonction asynchrone, c'est une fonction qui renvoie une promesse. Voilà. On travaille principalement avec les promesses en JavaScript, et c'est ce que nous allons faire ici. Moi je veux créer une fonction qui permet de vérifier qu'une URL est valide. Ça pour le coup c'est un exemple de code qui aurait une utilité. Ouais, c'est pas un exemple simple qu'on peut montrer dans un cours qui sert pas beaucoup sauf pour comprendre la théorie du cours. Là c'est quelque chose qu'on pourrait très bien vouloir faire à un moment donné, même s'il faudrait peut-être un code un petit peu plus sophistiqué pour être sûr en fait de bien valider une page ou non. Bon, non, on va rester sur quelque chose de très simple, mais on pourrait faire ça comme ça. Je vais passer donc ici ma fonction check URL et on va lui passer une promesse, on va renvoyer même plus exactement une promesse. Donc pareil, resolve, reject. Donc là vous allez voir pour le coup tout l'intérêt qu'il va y avoir d'utiliser cette syntaxe, de renvoyer tout ça. Donc hop, on écrit le code de la promesse directement ici, parce que c'est là que tout va se passer finalement. Et on va comme ça pouvoir envoyer un petit peu tout ce que l'on veut. Ok, ici je vais faire un appel à fetch. On n'a pas vu l'usage de fetch, mais c'est très simple, on le verra peut-être un jour dans un tuto, mais le but en fait c'est simplement d'effectuer une requête sur une page, et on verra ensuite l'usage que ça a. Mais tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est lié aux requêtes HTTP, et on effectue une requête, donc une request, et ensuite ça renvoie une réponse, une response, et qui ici elle renvoie le code 200, donc le code HTTP 200 c'est que c'est ok, donc la page est bien valide, et sinon généralement ça renvoie erreur 404 ou autre chose, c'est que la page ne soit pas disponible, soit qu'on n'a pas les droits nécessaires, etc., etc. Donc on peut vérifier un petit peu tout ça. Donc moi je vais faire un fetch sur l'URL, d'ailleurs l'URL, il faut peut-être qu'on lui passe ici, on passera une URL en fait pour cette fonction, et ici on va faire un den, et on va lui passer en fonction de la réponse qu'elle aura renvoyée. Donc là vous voyez déjà on chaîne, on est en train de chaîner quelque chose, un petit peu, si on faisait ça qu'avec des fonctions de rappel, bon il y a des choses qui ne marcheraient pas de toute manière, parce que là on utilise des outils qui utilisent des promesses, donc forcément on est un petit peu on va dire contraint de faire ça, mais on va avoir un code quand même qui sera plus lisible déjà que si nous avions fait du chaînage avec des fonctions de rappel. Et ici dans le fetch, là on va avoir pour le coup une vraie condition utile par rapport à ce qu'on a, de voir si response vaut OK, et bien dans ce cas-là, promesse tenue. Donc je vais mettre adresse valide, on va l'indiquer, permettra de voir à quoi ça correspond. Et sinon, alors vous serez peut-être tenté de faire ça, mais non, attention, on ne veut pas que ça échoue à la promesse, le but de cet outil finalement, de ce traitement, c'est de checker une URL. Donc que l'URL soit valide ou pas, le travail a été fait, d'accord? Ça a bien checké l'URL, ça a bien vérifié cette URL. Donc c'est pas un échec. L'échec, ce serait de dire, bon, en fait, on a la promesse de garantir des URL valides. Mais c'est pas ce que fait notre code. Donc non, c'est également une promesse tenue, mais on pense bien indiquer que l'adresse n'est pas valide. Donc attention, là, on aurait pu se dire, oui, mais en fait, c'est un échec. Non, la promesse est bien tenue. Le rôle, son contrat d'une certaine manière, même s'il ne faut pas trop employer ce terme-là,
la promesse dit voilà, je promets de vérifier chaque URL que tu me passes. Donc c'est bien ce qu'elle a fait, même dans ce cas-là, mais effectivement, l'URL n'est pas valide. Pour autant, elle a été vérifiée, c'est ça qui nous a permis de savoir qu'elle ne l'était pas. Ok, on a tout ça. Ensuite, on traite les erreurs. Et là, on renvoie, puisque finalement, bon, bah, c'est que c'est invalide. Donc s'il y a le moindre... Alors ça c'est par rapport à fetch, hein, bien sûr, ce que peut renvoyer fetch, mais on va rester sur quelque chose de très simple, donc moi je fais ça. S'il y a une erreur, on affiche l'erreur qu'il y a. Et d'ailleurs je vais mettre un autre message. On pourrait afficher éventuellement adresse invalide aussi. On pourrait faire ça comme ça, mais là, ça ira très bien. Alors le petit point virgule logiquement, et je pense que c'est bon. On n'a pas utilisé reject, mais c'est pas grave. Alors je peux le laisser là, je peux l'enlever, peu importe. Parce qu'on l'a pas utilisé, mais je vais le laisser ici. Question d'habitude, on est sûr de pas l'oublier. Voilà la fonction, elle est faite. Ça c'était la première partie. Une fonction qui renvoie une promesse qui va permettre de faire des traitements asynchrones, classiques. Là, voilà comment on va faire. Alors, généralement, quand on veut utiliser fetch, il y a certains sites qui ont des sécurités où on ne peut pas en fait analyser, si vous voulez faire des requêtes pour analyser les URL, c'est souvent bloqué, on aurait des erreurs. Donc on va passer par des API qui sont publiques notamment et qui autorisent d'effectuer un petit fetch dessus. Donc ça fonctionnera, on trouvera comme ça quelques exemples pour faire ça. URL, on va les passer ici. Et ça, alors normalement on a GitHub qui permet d'avoir des API. Par exemple les utilisateurs, et là, tapez le nom d'un utilisateur, on devrait avoir on devrait avoir l'information qu'on veut. De toute façon, ça va être simple. Tapez mon nom d'utilisateur, voilà, donc on le trouve, ok. Et ensuite il faudrait taper un nom qui n'existe pas. Donc de prendre ses adresses. Donc cette adresse, on sait qu'elle marche, hein, vous l'avez vu, elle marche, ok. Il faudrait ensuite qu'on ait une adresse qui ne marche pas. Je sais pas si je ferais essayer, ça peut être marrant. Est-ce que quelqu'un a pris le pseudo Chuck Norris? Chuck Norris existe, voilà. Chuck Norris est sur GitHub, hein, visiblement. On n'a pas développeur en temps perdu, 16 heures perdues. Ok, voilà, je mets vraiment n'importe quoi comme nom, ça existe aussi. Alors ça, le problème aussi, c'est que ça va être pas forcément simple de tomber sur un nom qui n'existe pas. Bon, on a fait ça, on va en mettre un là. Une URL qui n'existe pas, je vais mettre Martin Luther King, le boss, not found. On n'a pas grand chose, on va mettre ça comme ça. Bref, il faudrait pas qu'il y ait n'importe quoi. Ou alors on met une adresse genre complètement invalide, c'est-à-dire ça. Un numéro. Ah, ça m'envoie quelque chose quand même, si. D'accord. Bah, c'est bon à savoir. On n'avait pas autre chose éventuellement. On peut avoir des pages aussi enregistrantes. Je me sens qu'il y a l'API de Pokémon aussi, Poké API, qui peut aussi, bref, de toute façon, vous pouvez trouver n'importe quel site en fait où vous avez une API publique, donc souvent des formats comme ça, et de voir un peu pour tester les URL. Mais là, j'ai peur qu'ils me considèrent qu'elles sont toutes valides. Bon, on verra. On testera sur autre chose, c'est pas grave. Au pire, on le fera sur une autre, un autre site pour trouver d'autres liens. Donc là, j'ai mes liens, c'est-à-dire sur lesquels on va travailler. Ensuite, je vais avoir finalement toutes les promesses à tenir, puisque je vais le faire pour chacune. Donc je vais mapper tout ça. Et pour chacune des URL qu'on a, voilà, on va les vérifier. Comme ça, on a tout ce qu'on veut. Ensuite, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, promise.hold. Je vais lui passer ça. Alors je vais mettre l'URL, voilà, comme ceci. Et là, on revient sur le code de tout à l'heure. On fait un petit den. Les résultats. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour chacun des résultats qu'on a? Alors ça, encore une fois, c'est propre à l'exemple que je vous montre. Bien évidemment, en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas le même code à écrire. D'accord? J'essaie de vous faire un exemple à peu près utile et concret. On arrive quand même sur la fin du cours JavaScript. Donc c'est bien d'avoir des exemples un peu plus complets que ce qu'on pouvait faire plus tôt en début de cours. Surtout à ce stade maintenant. Et en plus, ça fait réviser certaines choses qu'on a vues, notamment les usages de ces fonctions-là, comme for each, qu'on connaît bien. Et pour chaque résultat, donc ici au singulier, voilà, on va afficher ce qu'on a en résultat. Donc je rappelle, on récupérera en fait une des valeurs là. Voilà, ce qu'on a ici, puisque tout renvoie tout fait appel à resolve, donc forcément on passera dans then, donc forcément on arrivera par afficher quelque chose ici. Et on est bon.
Ouais, peut-être un catch quand même. Ouais. Au cas où, comme on l'a traité, on va l'indiquer aussi. On va faire ça bien. Alors c'est vrai que là, je vais mettre invalide et ici je vais mettre erreur. Comme ça en amont. Ok, alors si j'ai pas oublié de point virgule, c'est sacré coup de bol. Hein, parce que vu le code que j'ai écrit en parlant en même temps, c'est pour ça que je vous avais dit après, heureusement que là c'est déjà un peu plus lisible, puis bon moi c'est pareil, j'aime bien, voilà, j'essaie d'indenter quand je peux. Des fois bon, certains langages n'autorisent pas d'indenter les crochets, les parenthèses, etc. ou les accolades. Moi j'aime bien que ce soit un minimum aéré, faut pas avoir peur hein, d'aérer son code. Comme là d'ailleurs je sais plus JavaScript, oui merci. Décidément entre la connexion internet qui s'était coupée, bon je vois qu'elle est revenue et puis ça, bonjour, voilà. Les analyses qui sont aussi le PC, hein, fait ta vie. Bon il fera pas les mises à jour parce que ça je les vérifie moi-même, ça évite d'avoir le PC qui redémarre tout seul notamment. Ok, donc ça c'est fait, c'est merveilleux, catch, etc. Bah, normalement c'est bon, on va tester. Puis il y a des erreurs, bah écoutez on verra, on changera d'API. On verra un peu ce qu'on a. Voilà, évidemment elles fonctionnent toutes, parce que oui, ça a renvoyé une page qui fonctionne. Donc j'aimerais voir un exemple où ça ne fonctionne pas. Mais au moins bon, ça a l'air d'être bon. On n'avait pas un autre site, un JSON. Comment il s'appelait celui-là Placeholder, je crois. Je crois que c'était ça. Et on pouvait avoir des posts. C'était ça, ma purée. Alors là, il doit bien avoir un numéro qui marche pas. Bon, là, si je mets 1, si je mets 2, il doit exister. Oui, si je mets 3, il existe, ok. Alors ça, voilà, vous voyez, pour le coup, c'est un exemple, des fois, parce que j'utilisais moi quand je faisais des tests. C'est un site, vous voyez, qui fournit une API publique pour faire vos tests, en fait. Voilà, quand vous faites du développement, vous voulez tester des requêtes comme ça, être sûr que ce soit autorisé et que vous n'ayez pas des sécurités qui le bloquent. Pour utiliser ce genre de site, c'est quand même bien pratique. Et là, bon, j'imagine que si je mets une certaine valeur, 99 999, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Alors, je le mets exprès là. Je le mets ici en troisième, parce que logiquement c'est le troisième lien qui affichera invalide. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on est bon. Virgule. Ok. On reteste. Sinon, vous avez normalement Poké API. Voilà l'API Pokémon. Je peux vous montrer ça s'il y a des fans de Pokémon. Vous allez ici. Et après, vous avez l'API Pokémon accessible. Pareil, vous pouvez faire des petites requêtes pour récupérer un Pokémon, un objet. Vous pourrez tester avec ça si vous voulez. Peut être sympa. Hop, on actualise. Et voilà, on a bien une adresse invalide. Effectivement, elle ne marche pas parce qu'elle n'existe pas. Donc très simple, même si bon, je pense que c'est pas assez complet si on voulait véritablement s'assurer que l'adresse est valide ou pas. On peut avoir peut-être des cas qui ne sont pas traités dans l'exemple que j'ai fait. Mais je voulais pas non plus faire un truc de 3000 lignes. Hein. C'était quand même un petit exemple pour mettre en pratique les promesses dans un cas concret. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc vraiment, ça fait le boulot, comme on dit, ça fait le taf, et vous avez cet outil-là qui fonctionne très bien. On peut également trouver, au niveau de JavaScript, deux termes, c'est-à-dire le terme async et le terme await, que vous allez peut-être déjà rencontrer, qui peuvent servir également pour faire des traitements asynchrones. Et on va voir dans un autre exemple comment ça peut fonctionner. Notamment dans le cas où on va avoir des dépendances. C'est ce que je vous disais. Moi, je veux faire ça. Je vais afficher des utilisateurs. Bon, dans un vrai cas, on pourrait genre récupérer ça depuis une base de données ou une API, mais là, bon, on le fera en fait, on renverra nous-mêmes les données pour simuler une récupération d'une requête. Et ensuite, le problème, c'est que ces utilisateurs, il faut les récupérer de quelque part. On est d'accord que si on ne les a pas récupérés, on ne peut pas les afficher. Sinon, on essaierait d'afficher quelque chose qui n'existe pas, ça ne va pas. Donc il faudrait qu'en amont, on récupère les utilisateurs en question. On a donc une dépendance qui fait que la première tâche doit être réalisée forcément avant la 2. Ou plutôt, en parallèle de l'application, du traitement global du code, voilà les événements courants, qu'on ait en parallèle cette tâche qui attend celle-ci. C'est-à-dire, voilà, je m'apprête à afficher les utilisateurs, je vais faire appel finalement à la tâche asynchrone qui doit les récupérer, j'attends qu'elle me les ait donnés, et une fois qu'elle me les a donnés, je peux afficher. Donc elle aura déjà lancé son traitement pour dire, voilà, j'attends qu'on me fournisse ça. Un peu comme si vous étiez à l'usine, et forcément, pour travailler sur une pièce, si c'est un assemblage de pièces, généralement, une personne, un employé, travaille sur une pièce qui a été en partie assemblée par une personne avant, et il doit donc forcément attendre
que la pièce arrive pour pouvoir lui faire son boulot et ensuite refiler ce qu'il a fait à la personne suivante et ainsi de suite. Donc c'est du travail à la chaîne et donc il y a une histoire de dépendance entre les différentes tâches comme ça que l'on fait. Voyons comment mettre ça en place finalement pour tout ce qu'on va vouloir récupérer. On va déjà faire la fonction d'affichage pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je trouve que c'est plus simple à comprendre si on le fait dans cet ordre-là. Si on le fait dans d'abord le traitement qui attendra un autre traitement, donc qui a une dépendance finalement avec l'autre, parce que lui il n'a pas de dépendance, hein. C'est lui qui est dépendant du traitement 1. Et après comme ça, en faisant de ce sens, ça sera peut-être beaucoup plus clair pour vous. Pour cela, va vous indiquer que c'est celle-ci qui doit synchroniser avec quelque chose. Donc vous utilisez le mot-clé A5 et ensuite vous écrivez async, donc synchronize, et ensuite vous écrivez donc une fonction classique, par exemple print user. Voilà. On va faire ça proprement. Donc un petit bloc try catch. Allez, je change de nom chaque fois entre deux. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on récupère les données utilisateurs. Alors je vais noter ça user data. Et là, on indique que c'est là qu'on va attendre. Parce que ça, en fait, c'est la dépendance que l'on crée avec la première tâche. Donc on va utiliser le mot-clé await. Await quoi? Eh bien, une autre fonction qu'on fera qui permettra de récupérer un utilisateur. On va en afficher qu'un seul. Ça suffira, on va pas afficher un tableau comme on l'a fait au début de la vidéo. Vous avez très bien compris comment ça marche. Donc on va juste contenter d'afficher des données d'un utilisateur. Une fois qu'on a ça, on va dire, dans l'information qu'on aura bien sûr récupérée, on aura un username, donc ça c'est à nous, hein. On va adapter ça dans l'autre fonction, et on aura, je sais pas moi, on aura un âge, ouais c'est un peu bizarre mais pourquoi pas, comme ça on affiche ces informations là. Vous avez compris le principe, très simple. Async, la fonction en question, et le traitement dont elle est dépendante, qu'elle va devoir attendre, comme d'où le mot wait, on met un await à cet endroit-là par rapport à la donnée qu'on veut récupérer. Et on y va. Écrivons l'autre fonction qui va être utilisée telle qu'elle. GetUser, classique. Voilà. Encore une fois, on va simuler le fait qu'on a récupéré des résultats ailleurs. Dans un vrai programme, ce serait dans une base de données, une requête faite sur une page, une API, peu importe, un fichier, pourquoi pas. On aurait quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Et bien sûr, on va retourner une promesse. C'est important. Parce que ce soit rejeté ou pas, faut voir. Alors là, il faudrait traiter le cas où, si on n'a pas pu récupérer les utilisateurs, il faut que ce soit traité dans un catch pour dire, voilà, pas de données affichées. Moi, je reste sur un exemple simple, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas réécrire une deuxième fois tout ça. Donc on va partir du principe qu'on est sûr qu'on va avoir d'utilisateurs, et en l'occurrence oui, puisque c'est moi qui l'écris dans le code. Donc il y a cette garantie-là. Bien sûr, si c'est fait depuis une requête, il n'y a aucune garantie. Si c'est en plus dépendant d'un utilisateur, encore moins. Donc bien évidemment, il faudra compléter avec les cas d'erreur, etc., comme on l'a fait juste avant, dans l'exemple avant. Donc là, on va juste retourner la petite promesse qui va bien. Resolve reject, même si on sait que ce ne sera pas rejeté. Et ça, c'est super génial. Hop. Et là, on va mettre un petit timeout, comme si ça avait pris du temps, en fait. Comme s'il avait fallu un petit peu de temps pour renvoyer en fait les utilisateurs, parce que vous savez, une requête, c'est long, hein. Il faut communiquer avec un autre site, tout ça, un serveur, ça prend du temps. Et on va faire appel à set timeout, comme ça on aura également un traitement asynchrone fait dans une promesse qu'on va renvoyer d'un fichier, d'une fonction ici, qui sera attendue pour l'affichage de cette fonction qui est asynchrone. Donc ça vous montre un peu de chaînage, encore une fois, d'une autre manière, pour voir un peu tout ça. Voilà, je vais mettre 3 secondes là, pour dire vraiment, là on n'a pas la fibre, hein. Ça prend du temps. Donc on aura un traitement fait sur 3 secondes, const user, on va passer... On avait username, c'est ça. Notre ami Chuck Norris. Alors je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais je pense qu'il est, voilà, il est plus tout jeune notre ami. Hop. Et on renvoie l'utilisateur. Classique, vous avez compris le principe. Donc j'ai fait un petit, comme un dictionnaire en fait, hein, un ensemble de données nommées. On tient la promesse. Donc on est sûr que là, mon code, moi jamais ça pourrait être rejeté, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, je l'ai écrit moi-même. On fait ce traitement, si possible en tout cas, sous 3 secondes, sous ce timer-là, qu'on renvoie sous forme de promesse. On récupère tout ça, et voilà. Parce que rappelez-vous, le premier, en fait, ça va renvoyer cette valeur. Donc la valeur de user qui est traitée ici. À nouveau, comme là c'est une promesse, user data, je pourrais utiliser un den, faire ça proprement, et un catch en cas d'erreur. Mais ça sera à vous de compléter si vous voulez, je l'ai montré juste avant, encore une fois. On y va. Et voyons si on n'a pas de ça. Alors évidemment, si je n'appelle rien, on va pouvoir attendre très très longtemps.
Donc on va faire un petit print user, un appel à la fonction ici, qui va attendre l'autre traitement. Et je n'ai rien. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Attendez, get user. On a la promesse ici. Je vérifie voir si j'ai pas oublié quelque chose, mais normalement non, je pense pas. On résout bien avec user. Bon là ça me semble bon. Print user. On attend bien ici. Et ensuite on affiche. Alors je vais voir aussi. De toute façon ici il y aurait une erreur d'afficher. Ah. Je ne l'ai pas. Ça m'embête. Pourquoi je ne l'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ici? Ça peut pas poser problème, que ce soit constant. Bon, je vois pas pourquoi je ne l'ai pas. Je suis bien sur la console en plus. Oh là, mais j'ai eu des bêtises, il faut attendre ces 3 secondes, pardon. N'importe quoi. Je me suis fait avoir par mon propre truc. Tout va bien, parce que je relis mon code, je vois pas d'erreur, là il y a un souci. Voilà, tout va bien, c'est là, c'est oui, j'ai mis un timer de 3 secondes, je me suis fait avoir parce que le traitement, vous voyez, on est tellement pressé de nos jours. Hein. Voilà, dès qu'on voit un traitement qui prend 3 secondes, on a l'impression que ça marche pas. Alors que c'est marqué ici. Tout va bien. Donc évidemment, si je ne mettais rien, ce serait résolu au plus tôt. Hop, donc on a l'impression que c'est instantané, c'est merveilleux. Donc tout fonctionne, rassurez-vous, je n'ai pas fait d'erreur, c'est tout bon. Et on en termine avec ça, parce que c'est avec ceci que je voulais terminer, comme exemple, que vous voyez un petit peu l'usage ici de async et await au niveau des traitements asynchrones. Donc au moins ça aura fait une vidéo, on aura fait un peu le tour de tout ça, et c'est ce qui va clore finalement ce qu'on aura vu sur la programmation asynchrone. Donc comme vous allez remarquer, la plupart du temps, tous les outils que vous allez utiliser après votre apprentissage de JavaScript, si vous utilisez des bibliothèques, des quadriciels, peu importe, vous verrez que la majeure partie du temps, quasiment tous, vont utiliser les outils asynchrones modernes. Voilà, donc à base de promesses, à base de sync await. Et dans certains cas, peut-être quelques fonctions de rappel, mais on n'est plus à travailler qu'avec des fonctions de rappel comme mécanique pour faire de la programmation asynchrone en JavaScript. On n'avait que ça à l'époque, donc forcément on n'avait pas trop de choix. Mais maintenant qu'on a des outils plus récents et plus modernes, on va évidemment privilégier ces derniers, et ce sont ces outils qui sont utilisés dans l'ensemble d'autres outils que vous allez vous utiliser en tant que développeur peut-être par la suite. Donc vous aurez comme ça l'occasion de voir tout ça en pratique et d'apprendre de nouvelles choses pour en faire usage. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On arrive de toute façon au terme de ce cours, donc la prochaine vidéo sera la vidéo de conclusion, tout simplement, comme je le fais pour chaque formation qui se termine. L'occasion de faire un peu le point et de voir ce qui vous attendra éventuellement à la suite de ce cours de JavaScript, en tout cas concernant ce langage. A bientôt tout le monde.